Allez Joey Jumper, tu as terminé de boire? Il est temps de repartir à l'aventure et de raconter à ce jeune cowboy la suite de l'histoire passionnante des États-Unis et du monde depuis 1945. Nous allons nous intéresser dans cette deuxième partie à la puissance états-unienne qui va s'exprimer dans le cadre de la guerre froide. Et pour commencer, nous allons voir les éléments économiques et militaires de la puissance états-unienne. Les États-Unis changent radicalement leur point de vue en termes de politique internationale face à la diffusion du communisme dans les pays d'Europe centrale libérés par l'armée rouge. La politique d'endiguement, ou containment en anglais, définie par le président Truman en 1947, va donc chercher à freiner l'expansion du communisme. Les États-Unis maintiennent leur présence militaire en Europe, et même la renforcent, et vont se substituer à la Banque mondiale pour la reconstruction de l'Europe. Ils apportent 13,6 milliards de dollars entre 1947 et 1952 sous forme de dons ou de prêts. C'est le plan Marshall. Vous le savez tous, au plan Marshall va répondre un plan d'aide soviétique aux pays d'Europe centrale et de l'Est. C'est le début de la guerre froide. Le véritable tournant intervient en 1949 lorsque l'URSS fait exploser sa première bombe nucléaire. Les États-Unis se lancent alors dans la mise en place d'un système d'alliance tourné contre l'URSS. Alors évidemment, on pense à l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui va protéger l'Europe occidentale, qui se retrouve sous commandement militaire états-unien, en échange d'une protection nucléaire. Des bases militaires américaines sont installées sur le sol des pays signataires. Mais il ne faut pas négliger le pacte de Rio, en 1947, qui va protéger l'Amérique latine, le pacte de Bagdad, en 1954, pour le Proche et le Moyen-Orient, ou encore, la même année, l'OTAS, organisation du traité de l'Asie du Sud-Est. Les États-Unis n'hésitent pas à intervenir militairement pour garantir leurs intérêts et les intérêts de leurs pays alliés. On peut citer par exemple leur intervention dans le cadre du blocus de Berlin entre 1948 et 1949, mais aussi pendant la guerre de Corée entre 1950 et 1953. C'est cette nécessité d'intervenir militairement ou de protéger les alliés qui va donner naissance au complexe militaro-industriel américain qui est vraiment central pour comprendre leur puissance. Il faut savoir qu'à la fin des années 60, ils représentent près de 8% du PIB des États-Unis. Cette guerre froide, de 1947 à 1962, constitue un moment de tension extrêmement élevé. On pense notamment à la crise de Cuba, qui est sans doute le paroxysme de cette guerre froide, durant laquelle le monde est au bord d'une guerre nucléaire. Et même si après 1962, la détente va s'engager progressivement pour trouver son apogée à la fin des années 70, il ne faut pas oublier que les tensions entre les deux superpuissances restent toujours très élevées. Sur le plan économique, entre 1950 et 1970, les États-Unis voient leur produit national brut doubler et le commerce extérieur connaît une très forte croissance, grâce notamment aux accords du GATT de 1947. Le pays devient un géant scientifique qui attire savants et étudiants du monde entier. La conquête spatiale démarrée par l'URSS avec le Spoutnik en 1957 est gagnée finalement par les États-Unis avec le premier homme sur la Lune en 1969. Cette période est une période de domination des firmes transnationales états-uniennes qui vont imposer leur modèle de développement, les méthodes de production, de management. Parfois, les firmes transnationales états-uniennes vont profiter de la domination politique et militaire. On pense notamment à la dictature de Batista à Cuba, qui était soutenue par la CIA et par les entreprises états-uniennes qui contrôlaient l'économie de l'île. Il y a donc, on le voit, un lien très fort entre domination militaire et domination économique. Mais outre les éléments traditionnels de la domination états-unienne, ce qui va changer à cette époque-là, c'est l'attractivité du modèle qui va s'exporter. Les années 50 marquent l'apogée de l'American Way of Life. C'est une période de prospérité sans précédent qui va favoriser l'émergence d'une nouvelle société, celle de la consommation de masse, caractérisée par l'apparition de nouveaux modes de vie, fondés sur le confort matériel, liés à l'utilisation de nouveaux produits comme l'automobile, la télévision ou l'électroménager. Et là, les États-Unis apparaissent comme le pays phare de cette consommation de masse. Le niveau de vie de la population états-unienne s'élève considérablement. L'ouverture de supermarchés, qui sont de véritables temples de la consommation, vont symboliser cette nouvelle société. Elle est aussi caractérisée par l'augmentation des temps de loisirs. La télévision occupe les soirées et l'automobile permet de se déplacer plus facilement pendant les périodes de vacances. À partir des années 1960, le mode de vie américain, diffusé grâce à la publicité, à la télévision et surtout au cinéma avec Hollywood,
fait rapidement l'objet d'une vive admiration dans les autres pays développés, qui vont l'adopter rapidement. Dès lors, la culture américaine devient un objet économique. La puissance économique et politique et l'image d'une société prospère favorisent l'attrait qu'exerce l'American Way of Life à travers la planète. Pourtant, les années 70 voient déjà la remise en cause de ce modèle. Cette période de la fin des années 60 et du début des années 70 est marquée aux États-Unis par un conflit majeur, celui de la guerre du Vietnam. Alors la guerre du Vietnam va marquer un déclin net de la puissance des États-Unis. C'est tout d'abord une défaite militaire retentissante, mais elle va surtout marquer un déclin économique. Ainsi, en 1971, Nixon met fin à la parité hors-dollar, c'est-à-dire au système de Bretton Woods. Et c'est bien dans ce contexte de crise qu'il faut replacer la détente mise en place par le président américain Nixon, puis Carter. Alors on pense à la visite de Nixon en Chine en 1972 ou au retrait du Vietnam en 1975. L'image des États-Unis est totalement brouillée. Les images du Vietnam donnent aux États-Unis le rôle d'agresseur face à un pays qui cherche son indépendance. En 1979, alors que l'Iran est traversé par la révolution islamique qui a chassé le Shah, non pas le chat le miaou, mais le chat, celui qui dirige l'Iran. Bref, alors que des diplomates des États-Unis sont retenus comme otages, les États-Unis tentent de les libérer, mais c'est un échec militaire total. L'image internationale des États-Unis est dès lors écornée. Cependant, la contestation la plus importante de la politique états-unienne émerge au sein même de la société américaine. On pense aux manifestations anti-Vietnam, mais aussi à la démission de Nixon suite au Watergate en 1974. Le début des années 80 est marqué par l'élection à la présidence des États-Unis de Ronald Reagan, qui décide de relancer la course aux armements avec le programme I-10, Initiative de défense stratégique. Il est élu en 1980 avec le slogan « America's Back ». Et c'est cette course aux armements qui va aboutir à l'effondrement du bloc soviétique. L'URSS de Mikhail Gorbatchev est totalement incapable de suivre le rythme impulsé par les États-Unis. Et en 1987, Gorbatchev et Reagan mettent fin à la crise des missiles en Europe en signant un accord de désarmement qui marque la fin de la guerre froide. Finalement, à la fin de la guerre froide, le système des États-Unis, basé sur l'économie libérale et la démocratie, va l'emporter sur le communisme et l'URSS. Et que va-t-il se passer ensuite ? Eh bien, vous le saurez en regardant le prochain épisode de cette aventure passionnante des États-Unis et du monde depuis 1945. Allez, à bientôt, jeune cowboy.